Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Traces d'inspiration. Traces d'inspiration, c'est une émission dans laquelle nous découvrons les grandes personnalités, une émission dans laquelle nous parcourons la vie de toute personne que nous avons vue, qui est bien sûr dans n'importe quel domaine. Mais aujourd'hui, nous allons devoir découvrir une dame qui n'est pas la moindre, une haute personnalité, tant dans la province du Kasaï oriental que dans la ville de Mbujimaï, même au niveau national. Il s'agit ici de Madame Chantal, Marie-Gertrude Chantal Tchibola Kabangou. Marie-Gertrude Chantal Tchibola Kabangou, elle est la présidente du conseil d'administration des FOPACOR. Eh bien, elle regorge ou bien elle est à la tête de plusieurs autres structures et c'est vraiment, elle est un agent de développement dans la province du Kasaï oriental. Dans notre émission Traces d'inspiration, aujourd'hui, nous nous sommes servis comme cadre l'hôtel Gertrude. Nous sommes ici dans la ville de Mbujimaï. Espérant Matimba Kabeya, c'est comme ça que je m'appelle pour la présentation de cette émission. Jean Tchaka est notre réalisateur. Eh bien, cette émission est bilingue parce que nous voudrions être écoutés par toutes les classes. Chaque personne doit quand même nous écouter. Nous serons tantôt en Tchoulouba, tantôt en français. Et voilà, c'est parti pour ce premier numéro de ce week-end avec Marie-Gertrude Chantal Kabangou Tchibola. Eh bien, Marie-Gertrude Chantal Kabangou Tchibola, bonjour. Bonjour, Espérant Madimba. Eh bien, nous sommes ici dans le cadre de cette émission Traces d'inspiration. Nous vous disons merci d'avoir accepté à notre invitation. Je vous remercie de m'avoir choisi aussi pour être avec vous dans cette émission. D'accord, merci. Eh bien, pour bien commencer, nous voudrions d'abord savoir votre nom complet, votre nom de famille. Est-ce les noms que j'ai présentés, Marie-Gertrude Chantal Kabangou Tchibola, ou vous avez d'autres noms que nous n'avons pas pu retracer? D'abord, tu as mal prononcé mon nom. Mon nom c'est Gertrude Marie-Chantal Kabangou Tchibola. Vous l'avez mélangé ou utilisé à ta façon. Ouais. La liberté est laissée à tout le monde. C'est Gertrude Marie-Chantal Kabangou Tchibola. Ok. Gertrude Marie-Chantal Kabangou Tchibola. Voilà, où êtes-vous né et quelle est votre date d'anniversaire? Je suis née à Chilundu le 27 décembre en 1963. À Chilundu, je crois, c'est dans les territoires de Miabi. Oui, Chilundu Mérode dans les territoires de Miabi, province du Kasaï oriental. Bien, le 27 décembre, nous retenons bien, c'est la date d'anniversaire. Alors, depuis votre enfance, dans quelle école avez-vous fait l'école primaire ou maternelle et l'école secondaire? Bon, je pense que dans notre temps, il n'y avait pas l'école maternelle. Et en tant que troubadour, j'ai fait l'école primaire dans des écoles. D'abord, c'était à l'Institut de la Mouya. Et puis, j'ai terminé à EP 24 novembre à la Nouvelle-Ville. Mon école secondaire, je l'ai fait, j'ai commencé d'abord ici à la télé de Mbujimaï. Okay. Et après à Boulongama. Et quand mon grand frère est venu me prendre pour Mweneditou, j'ai terminé au lycée Mweneditou. Ah, ok. C'est là où j'ai terminé les études secondaires. Et après, je suis allé à Kinshasa, où j'ai fait l'IPEN 2 ans avant d'aller en Europe. Eh bien, déjà là au secondaire, vous avez fait quelle option? J'ai fait la pédagogie. Donc, même à Kinshasa, je fais la psychopéda à l'IPEN. Ah, ok, d'accord, merci. Juste après avoir décroché votre diplôme d'État ou bien universitaire, qu'est-ce que vous avez fait, votre carrière professionnelle? Qu'est-ce que vous avez fait bien avant? Bon, pour l'école universitaire, après l'IPEN, je suis allé continuer au Jean Blou
Belgique. D'abord, comme carrière, j'ai commencé par enseigner à Kinshasa. J'ai donné cours à l'EP Kinda 1 à Matete. Ok. Et puis à l'EP 5 Mombela à Limité. Et après, j'ai commencé à mettre en place une école à Limité, à Saint-Raphaël, parce que j'étais chrétienne de Saint-Raphaël à Limité. Oh. Après la mort de Tata Cardinal Malula, j'ai demandé au curé si on peut faire quelque chose parce qu'on avait des grands patrons qui finançaient la paroisse. J'ai dit, mais après leur vie sur terre, comment la paroisse va survivre? Alors, j'ai commencé avec une école maternelle qui s'appelait École primaire Saint-Raphaël. J'ai commencé avec première, deuxième, troisième maternelle. Et je suis allé demander à M. Kabaïdi, qui était le gouverneur de la province. Il y avait une route qui était entre 20 mai et Limité, qui nous a donné cette route pour la construction d'une école. C'est cette école-là aujourd'hui, et Cardinal Mathieu et tout l'a laissé toujours l'école primaire Saint-Raphaël. Mais du temps de Monseigneur Mosengo, il a pris cette école comme si c'était son école. Il a mis ça complexe scolaire Cardinal Mosengo. Bon, jusqu'à sa mort, avant de son vivant, moi je le dérangeais toujours pour dire cette école, tu ne l'as pas fait, tu fais rien mais de faire aussi ton école comme Moka, comme Malula, qui de prendre une école de la paroisse, mettre tes biens privés. Bon, soit. Et pendant que j'étais encore étudiante, j'étais secrétaire du mouvement des mamans catholiques de Kinshasa. Donc le tissu que vous voyez les mamans catholiques porter là, je fais partie des gens qui l'ont fait, mais j'avais 19 ans. Et je suis artiste de marche pacifique qui était organisée par les abbés. Voilà, je fais partie de ces gens-là. Et je représentais toujours la paroisse Saint-Raphaël. Essayons de faire un pas en arrière. Qui sont vos parents? Je suis née d'une famille polygamie. Ok. Et de notre maman, nous sommes au nombre de 10. Elle a fait 5 garçons, 5 filles. Mon papa s'appelle Louis Kabang Kalongo. Et ma maman s'appelle Louise Ndaya Kalengaï. Je suis la troisième de la famille. Ils sont tous vivants, les parents? Et mon père est déjà mort. Et parmi mes frères aussi et mes sœurs, j'ai perdu 2 sœurs et 4 frères. Donc de ces 10, nous sommes restés qu'à 4. Ah, oh là là. 3 filles et 1 garçon. Dites-nous alors, comment vous êtes parvenu à quitter Mbujimaï, Kinshasa jusqu'en Belgique? C'était par quel miracle? Donc après mes études secondaires, j'ai été d'abord à Tchoumbé. Tchoumbé-Marie, c'est dans les Sankourou. Et quand j'ai vu que ça ne m'intéressait pas, je suis rentrée en Mbujimaï. Et puis, je suis allée à Kinshasa pour aller continuer les études. À Tchoumbé, c'était dans quel cadre? Bon, j'aspirais la vie religieuse. Ah, ok. Mais arrivé là-bas, je n'ai pas aimé. Et bon, je me suis décidée de rentrer. Je n'ai même pas fait, même pas une année. On vous a laissé partir comme ça, sans pour Bon, autant... j'ai demandé ma dispensation pour partir. On m'a conseillé plusieurs fois. J'ai dit non, ça ne m'inspire plus, je rentre. Et quand je suis rentrée, je suis partie directement à Kinshasa. Je pense que c'était le même jour. Je suis partie à Kinshasa pour continuer les études. Parce que là, je me suis dit que j'avais qu'un diplôme d'État. Et bon, sinon, je pouvais continuer les études et faire autre chose. J'avais trouvé que je peux servir Dieu d'une autre façon que de rester au couvent. Alors, c'est comme ça que je suis partie à Kinshasa. Et j'ai fait plusieurs choses. Donc, j'étais représentant du mouvement des mois catholiques au Sidi Bouamanda. J'avais les quotas, c'est moi qui faisais sortir des farines
qui distribuaient aux chrétiens. Pas gratuit, hein, ils achetaient. Et puis, je donnais cours. Et puis, je partais à l'école. Et après, parce que j'avais mon bureau au centre Lindongue chez Cardinal Maloula, j'ai travaillé aussi une partie avec le Cardinal Etiaou. Donc, je prenais, c'est moi qui partais faire les commandes de tissus Maman Catholique à Itex Africa et puis qui distribuait dans des paroisses. Après, j'ai trouvé mon mari. À partir de Kinshasa? À partir de Kinshasa. Ok. Et puis, nous sommes partis en Belgique. Alors, arrivé en Belgique, hein, je n'étais pas la bienvenue dans la famille de mon mari en tant que noir. Les blancs? Oui, les blancs. En tant que noir, ses parents n'ont pas digéré de voir une femme noire. Et puis, on est allé nous mettre dans une petite carnaval. Et là, on avait qu'une petite casserole, deux petites casseroles avec des assiettes, un verre. Mais c'était seulement pour moi. Ils ne voulaient pas que j'habite dans leur maison. Okay. Et lui, il pouvait rentrer dans la famille. Moi, je pouvais rester dans ça. Et lui, il a dit non, je ne peux pas accepter ça. Bon, nous sommes allés vivre comme ça, dans cette petite maisonnette. Et après, quand ses amis sont venus me visiter, ils ont dit, avec une telle belle fille comme ça, elle restait dans un truc comme ça. Mais c'était un bon cadre. Hein. C'était dans un quartier de riches où tu ne vois même pas de personnes comme ça. Si tu vois quelqu'un, c'est sur cheval ou bien sur un vélo. Donc, il n'y avait même pas un arrêt de bus, même pas une boîte à lettres. Alors, pour nous qui n'avions rien, pour mettre une lettre à la poste, il faut aller à une distance. Il n'y avait même pas un arrêt de bus. Donc, c'était difficile à ce moment-là. On n'avait même pas un véhicule, on n'avait rien. Et pour vraiment me maltraiter, une amie à sa soeur est venue me prendre pour me donner du travail. Mais je ne savais pas quel travail. Et ça fait quand même bizarre parce que je viens d'une famille aisée et j'arrive à Kinshasa. Pour la première fois, j'ai passé une nuit sans manger, c'était à Kinshasa. Parce qu'on m'a présenté la nourriture de 2 jours. J'ai dit on ne mange pas la nourriture du midi. Comment on peut manger la nourriture d'hier? Bon, soit. Alors, pour me ridiculiser, on doit m'amener dans une parcelle. Ces gens-là vivaient dans un bateau sur l'eau. Alors, mais ils avaient une parcelle abandonnée. Il y avait beaucoup d'herbes, donc une parcelle abandonnée. Et les herbes, c'était piquant. Donc, la première fois où je suis entrée dans une brousse, c'était dans cette maison-là, dans cette parcelle-là. Les choses m'ont piqué, je suis sortie avec le sang. Mais c'était pour que moi, je mette la propriété dans cette parcelle-là. Moi qui n'avais jamais, je ne connaissais même pas la houe, ni la machette, mais j'étais amenée pour aller faire ce travail-là avec coupe-coupe que je ne savais même pas comment tenir. Bon, les premiers jours, j'ai essayé, j'avais des boutons dans ma main ici. À la fin de la journée, on m'a payé 1000 francs belges. C'était beaucoup d'argent. Avec les francs congolais, ça peut... avec les francs congolais, on peut dire 45 euros. 45 euros si on les dit, et 40 euros si on transforme en dollars. Ça doit être quelque chose de 43-45 dollars. Et la première fois que je fais ce travail-là, qu'on m'a donné cet argent-là, je n'ai plus rentré. Et après, les amis de mon mari qui sont venus, ils ont dit non, elle ne peut pas habiter ici. Et elle doit être à Bruxelles où il y a les gens qui parlent français. Parce que là-bas, c'est une commune francophone. Et puis nous sommes allés à Bruxelles, on a trouvé un appartement. Là, j'ai trouvé quand même les gens qui m'aimaient. Les propriétaires de l'appartement, madame était hollandaise, monsieur était flamand, commençaient à se disputer sur moi. Pour la première fois, je vois quelqu'un qui me donne 10 000 francs belges
Et madame qui me donne, monsieur me donne 10 000 francs belges, madame me donne 25 000 francs. Donc il faisait concurrence pour m'avoir, pour attirer mon attention, mon amour. Vraiment. Et ils ont commencé à me donner de l'argent comme argent de poche, à me demander de ne pas montrer à mon mari. Mais dans mon éducation... Et pourquoi il ne voulait pas que tu puisses montrer à... Il dit parce qu'il va profiter de mon argent. Mais dans mon éducation, j'avais vu que ma mère, à chaque fois qu'il avait quelque chose, il me donnait à mon papa. Ouais. Il montrait à papa, il donnait. Mais moi, on me demande de ne pas faire ça, c'était difficile. Mais j'ai montré quand même à mon mari, je lui ai donné, comme pour garder, mais lui dire qu'il ne faut pas qu'il sache que je t'ai montré. Alors, autre chose qui m'avait impressionné d'abord, sur la route, je voyais une personne avec une grosse voiture, avec moto, on appelle ça carnaval. C'est comme une maison qui a des vélos ou des motos ou des pirogues au-dessus. Ça me tiguait toujours. Je demandais toujours c'est quoi ça. Alors on m'a dit non, c'est une personne qui les gens quand ils vont en vacances doivent avoir ce genre de choses. Je dis mais enfin, pourquoi eux ils doivent avoir tout ça et nous on n'en a pas? Il a dit il y en a qui prennent crédit pour avoir ça. Pour faire un bon vacances, il y en a qui achètent avec leurs propres moyens, mais ici la plupart des choses se font par crédit. Alors je suis allé aussi à la banque pour dire donnez-moi aussi l'argent, je vais acheter aussi une maison, acheter carnaval, je vais acheter aussi la moto pour faire les vacances comme les autres. Et là vous avez déjà un travail ou Non, rien. Alors, à la banque, on me dit, mais madame, tu n'es pas notre cliente, on ne peut pas te donner ça. Je dis, non, mais mon mari est votre client, non? Ils disent, non, mais c'est ton mari qui doit venir demander, pas toi. Je rentre chez mon mari, je dis, mais va demander quand même un crédit pour avoir tout ce que les autres ont là. Il me dit, non, maman, moi je n'aime pas prendre crédit, l'église ne nous permet pas de prendre crédit. J'ai dit, oh, mais l'église ne nous aime pas, comment les autres peuvent avoir? Je suis rentré encore pour la deuxième fois à la banque. Ils ont dit non, ils ne peuvent pas me donner. Deuxième aventure, je voulais manger les calégies. Alors je suis allé au magasin, j'ai trouvé les calégies, parce que c'était ma première fois de voir qu'on a pilé les calégies, on a mis au congélateur. J'ai dit non, ça ce n'est pas les bons. Il y avait aussi les calégies de feuilles. J'ai pris la feuille, mais je ne savais pas comment piler ça, on n'avait pas de mortier. Je suis allé encore au magasin avec ma feuille pour dire je cherche le mortier pour piler ça. On a dit on n'a pas ça, alors on m'a montré une machine qui s'appelle Moulinex. On m'a montré, je l'ai même amené dans notre bureau là, je l'ai là-bas. Au bureau Fopacor. Alors, j'ai eu ça, j'ai commencé à piler les calégies avec cette machine-là. Et mon mari était devenu spécialiste en pilant les calégies avec la machine parce qu'il aimait aussi beaucoup les calégies. Il faut savoir que la plupart des Blancs refusent notre nourriture en disant que ça sent mauvais dans la maison. Mais lui, il était vraiment intégré parce qu'on s'est dit personne ne fragilise l'autre. Donc on mangeait toutes les deux cultures sans problème. Et après, j'ai commencé le travail. Alors j'ai dit, pour acheter la maison, pour avoir tout ce que les autres ont là, comme on me demande d'être cliente à la banque, je dois trouver du travail. Mais dans la zone flamande, on ne peut pas te prendre quand tu ne parles pas leur langue. Alors, et lui, mon mari, ne voulait pas que je travaille. Il disait, moi je ne t'ai pas amené ici pour travailler, je te prends en charge. Mais un jour, avec les réclames, j'ai vu, on a écrit school. J'ai compris que school, c'est école en anglais. Parce que les Flamands vont entre l'anglais et l'allemand. Alors moi, j'ai pris l'adresse. J'avais un bébé d'une semaine. Je suis allée à la recherche de l'école là. Avec un bébé. L'école était à 50 mètres de chez nous. Et je n'ai jamais vu que c'est ça l'école. Mais à chaque fois que je demandais, je rencontrais des gens pour demander l'adresse de l'école. Et ils s'intéressaient au bébé. Ils regardaient les bébés. Tu
vois les enfants métis. Ouais. Il disait, c'est le premier mot flamand que j'ai retenu, Skun Kintje. Skun Kintje, c'est-à-dire un beau bébé. Ok. Alors il s'arrêtait là, il ne me donnait pas l'adresse, il partait. Alors je fais la tour toute la journée pour ne pas toujours à la recherche de l'école. Alors, et pourtant l'école n'était même pas loin. C'est à la dernière minute, je suis fatigué, je rentrais à la maison, je vois on a écrit school. J'ai dit mais c'est ici. Je suis entré et il y avait les cours de journée et les cours du soir. Et là, j'ai trouvé quand même une enseignante qui m'a informé sur parce que j'ai cherché à apprendre la langue. Bon, je suis rentrée à la maison et après, je suis revenue et j'ai commencé à apprendre la langue. Quand j'ai commencé à parler la langue, j'ai cherché du travail. Et comme j'avais vraiment soif de réaliser mon rêve, d'avoir tout ce que les autres avaient, d'abord, en apprenant, il y a eu une femme congolaise, Suzanne Monkassa, qui était comme une femme modèle pour les étrangers. Parce qu'il donnait cours déjà en anglais et en néerlandais. Donc à chaque fois, elle venait pour donner son témoignage aux étrangers qui venaient. Mais moi, dans notre région, il n'y avait pas un système social pour les femmes noires. Il n'y avait que pour les Turcs et les Marocains. Okay. Alors, les Turcs et les Marocains, c'était des femmes analphabètes. Mais maintenant, moi, je me suis fait analphabète pour aller suivre les cours avec eux. Maintenant, Suzanne vient, elle me trouve dans la salle. Il dit, Tibol, Tibol, elle était congolaise. Elle était congolaise. Je fais semblant comme si je ne comprends pas ce qu'elle dit, comme si je ne la connaissais pas. Je suis restée sur mon téléphone. Ok. Suzanne a parlé. Après, elle a dit, oh, donc elle se ressemble. Parce que tout le monde l'a regardé, on a même posé la question, madame, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, je pensais que cette dame-là, c'est ma soeur, mais ce n'est pas elle. Elle se ressemble vraiment. Après, moi, j'avais montré que je ne connaissais pas français, je ne connaissais pas d'autres langues. Je connaissais que ma langue maternelle, le Chiluba. Alors, pour suivre ça, il fallait une traduction. Et parce que là, on pouvait apprendre avec des matériels. C'était facile d'apprendre. Et quand tu montres que tu as étudié, il fallait apprendre à Gand, à l'université. Et c'est après, quand nous sommes allés rentrer à la maison à midi, que j'ai appelé Suzanne, qui était déjà chez elle, pour dire que c'était moi. Tu voulais cacher mon aventure. Et j'avais montré que je n'ai pas étudié. Alors, j'ai continué. Et quand j'ai terminé la formation, parce qu'en Europe, même pour nettoyer les tables comme ça, tu dois avoir fait une formation, avoir un papier. Même pour nettoyer à l'église, tu dois avoir un contrat et montrer que tu as étudié pour ça. Bon, et quand j'ai fini, je ne pouvais pas avoir le travail parce qu'il n'y avait pas un système social pour les Noirs. Il fallait attendre une année pour m'intégrer dans le système. Et maintenant, les Noirs peuvent aller faire tout ce qu'ils peuvent faire maintenant. Nous sommes maintenant intégrés aussi dans ces systèmes-là. Voilà un peu comment je suis arrivé en Europe. Ok, maintenant une question se pose. Comment est-ce que vous êtes parvenu déjà en Europe, vous rentrez en Afrique, surtout au Congo, au Kasaï oriental, dans la ville de Mbuji-Mayi. Bon, qu'est-ce qui vous a attiré, qu'est-ce qui vous a ramené en Mbuji-Mayi alors que vous étiez déjà parti? Tout le monde rêve aller en Europe, rester là pour toujours, mais vous êtes parti, vous êtes rentré au Kasaï oriental. Qu'est-ce qui vous a ramené? Bon, quand j'ai commencé mon travail, comme j'ai dit comme ça, j'étais assoiffée d'avoir tout ce que je cherchais. J'ai fait un travail avec intérim. C'était un travail de nettoyage. J'ai nettoyé dans des usines, dans des maisons de vieilles personnes. Mon but était d'avoir une maison, d'avoir tout ce que je voyais les autres avec sur la rue. Et mon rêve était réalisé. Et quand je suis allée suivre mes études à Jean-Blou, et je travaillais comme un agent de développement. Je travaillais dans plusieurs pays au monde. Alors, mais on ne m'a jamais envoyé chez moi. Je tenais quand même à un jour rentrer au Congo.
Et surtout quand je suis allée au Bénin, j'ai travaillé dans le centre Songhai. Et c'est moi qui est allé montrer à West Afrique l'importance de feuilles. Parce qu'eux, ils mangeaient les racines des manioc, les racines des patates douces, mais pas les feuilles. Pas les feuilles. Okay. Je suis partie avec, j'ai travaillé avec, j'ai montré comment on peut planter les manioc, comment on peut cueillir les calégies, les piler. Et parce qu'en Europe, on achetait les calégies congelés. Ouais. Alors, donc la première aventure était que on m'a invité au musée Tervuren. Il y avait une exposition. Et quand je suis partie, j'ai vu qu'on montrait, parce que le musée Tervuren, c'est le musée congolais. Donc, de fondation au tôle, c'est les matériels qui sont venus du Congo. Mais j'ai vu qu'on exposait des petites maisons à chambre pour dire qu'au Congo, les gens vivaient comme ça. Tandis que moi, je venais d'une famille où on avait une grande maison, où chaque enfant avait sa chambre. Ouais. Et arrivé en Europe, j'ai trouvé, on montre ces choses, ça m'a révolté. J'ai dit non, ça ce n'est pas mon pays. Ouais. Dans mon pays, il y a ça. Les gens m'ont posé la question. Et puis on montrait les femmes et les enfants pauvres, avec des mauves, très sales, pieds nus, hein, des choses comme ça. J'ai dit c'est faux. Chez nous, on s'habille en concordance. Ouais. On m'a posé la question pour savoir si réellement, et j'ai des preuves. J'ai dit j'ai des preuves. On m'a donné les véhicules, je suis rentrée prendre l'album où j'ai montré comment nos mamans, nos papas, et avec mon mari capable, j'ai expliqué le système d'épargne et tout. Et mon album est resté là-bas jusqu'à aujourd'hui. Les gens peuvent. Et là, j'ai vu un travail de fin d'études d'un Kassaïen de Miabi qui a étudié à Liège. Il avait fait son travail sur le district de Tilengue et territoire de Miabi. Alors, c'est ce qui m'a intégré dans la vie associative. En lisant ça, et j'ai vu qu'il y a des associations sans but lucratif. Je me suis intégré aussi dans ça. Mon premier projet qu'on a fait, c'était Ortolen men Artolos. Alors, c'est racines mes racines. Donc, pour montrer, par exemple, les enfants métis, qu'ils ont deux racines. Par exemple, les enfants adoptifs, ils ont leurs racines de là où ils sont venus. Et je me suis intégré dans ça. Et c'est ce même qui m'a poussé de trouver le travail où je partais partout. Et quand je suis arrivé au Bénin, et quand j'ai montré toutes ces choses-là, c'est là où vient M. Kabeya. M. Kabeya, c'est notre frère qui était à la Côte d'Ivoire, marié avec une Ivoirienne, et qui a maintenant introduit le système de produire maintenant les pondous à Côte d'Ivoire, les travailler, amener au Canada. Lui, il a visé Canada, mais maintenant, pour le moment, il est partout en Europe comme exportateur de calégie. Alors, quand j'ai vu tout ça, et ça m'a donné l'idée de dire pourquoi je ne peux pas aller travailler chez nous. Moi, je suis une femme révoltée par rapport à ça. Donc, ce que vous voyez, ça vous inspirait, en même temps, ça vous révoltait. Oui, ça me révoltait. Pourquoi je ne pouvais pas venir faire ça chez moi? Alors, j'ai demandé mise en disponibilité pour venir faire ce que je fais ailleurs, chez moi. Et c'était la période de Joseph Kabila. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, le ministre des Affaires sociales, quand j'ai expliqué ma situation, d'abord j'ai vu Papa Jonas Mungamba en Belgique, je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Il m'a dit, ma fille, quand je cherchais les gens pour faire ce que tu viens de dire, tu étais où? Il m'a dit ceci, je suis content que tu partes chez nous, mais vas-y. Je ne pense pas que quand tu arriveras, on va t'applaudir, tu vas te trouver devant des défis, mais je vais voir comment tu vas faire. Bon, je suis venue pour la première fois. Je suis venu avec la structure qu'on appelle Konga Union des femmes pour le développement. Voilà. Avant de parler de Ngonga UFD, je voulais que nous puissions un peu revenir, parce que j'aimerais que cette partie de Ngonga UFD, des différentes structures que vous avez eu à créer,
je voudrais que ce soit une deuxième partie de cette émission. Ouais. Maintenant, pendant tout ce temps que vous vivez là-bas, la belle famille ne vous sentait pas toujours ou bien à un moment donné, elle vous a réintégré? Non, on ne me sentait pas toujours. Bon, à un moment, on m'a intégré. Et qu'est-ce qui se fait? Alors, mon mari, quand il a vu que sa famille ne m'acceptait pas, il a voulu rompre avec sa famille. Ah, ok. À cause de vous? À cause de moi. Je lui ai dit, ça, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire ça parce que toi, c'est ta famille qui est ici. Moi, ma famille est au Congo. On ne peut pas vivre à deux sans nos deux familles. Moi, je veux que tu restes dans ta famille. Je vais t'accompagner et je vais t'aider à être en bonne relation avec ta famille. Qu'est-ce qu'on faisait? Si on invite mon mari par ses frères et sœurs dans sa famille pour aller manger, je partais avec, j'achetais mes biscuits, mes sucrés, j'entrais avec dans le véhicule. Mais de temps en temps, il revenait quand même au véhicule, me regardait et puis rentrait, me donnait un bisou et puis rentrait. Et moi je reste, je m'amuse avec mes biscuits, avec la carte, le jeu à la carte, des choses comme ça pour passer. Je dormais, après il venait. J'étais toujours joyeuse pour qu'ils ne les prennent pas, en mal. Et puis on rentrait à la maison le soir. Mais il avait sa petite soeur, une psychologue, paix à son âme. Elle est morte à 40 ans, une jeune fille, une jeune femme, mère de 3 enfants, à cause du cancer du sein. Alors, elle me prenait chaque week-end. Je restais chez elle pendant qu'elle était à la maison. Je restais avec elle le lundi, on rentrait dans notre carnaval avant d'aller à Bruxelles. Jusqu'à quand je suis tombée enceinte, il y avait une autre sœur qui m'avait dit qu'il ne faut pas montrer que je suis enceinte, sinon on peut, parce que les blancs, comme on ne t'aime pas, ils vont faire tout pour que tu puisses avorter, parce qu'ils ne voudront pas que tu puisses avoir un enfant avec. Alors, et elle qui me disait ça était aussi contre moi. Elle avait dit à mon mari de ne pas me donner l'argent. Donc nous partons au magasin. Si je vois les chomba, les batala, je vais prendre, je mets dans les caddies. Mon mari enlevé. Parce qu'elle avait dit, cette femme ne t'a pas aimé par amour, elle t'a aimé pour profiter de toi. Alors lui, il a commencé à me faire ça pour voir si je l'aime ou bien si ce qu'on l'a dit est vrai. Bon, on partait toujours, on a vécu comme ça. Maintenant, quand j'ai commencé le travail, j'ai commencé à économiser mon argent. On ne mettait plus l'argent ensemble, je ne mettais plus mon argent dans son compte. Je ne mettais plus mon argent dans son compte. Je lui ai dit, parce que quand je voulais, à chaque fois que je voulais prendre quelque chose, envoyer à ma famille, il disait, c'est la raison pour laquelle ma famille ne t'aime pas. Parce qu'on leur avait dit par un religieux qui était au Kasaï que quand tu es marié à une Kasaïenne, tu ne vas jamais économiser, tu vas commencer à prendre l'argent envoyé à sa famille. Alors quand je travaillais, je mettais l'argent dans son compte. Si je vais aider ma famille, il me répétait toujours ça. Alors je lui ai dit un jour, maintenant moi je vais ouvrir mon compte. Et j'ai ouvert mon compte. Il n'a rien dit, j'ai ouvert mon compte. J'ai commencé à mettre tout mon argent du travail. J'avais un travail parce que je pouvais faire 1 heure ici, 2 heures là-bas. Donc je travaillais toute la journée. J'avais sans repos. Et puis je partais à pied. Je peux quitter ici, aller à Chilamba à pied. Ah oui, parce que je ne savais pas rouler en vélo. Il n'y avait pas de bus pour aller dans des villages. Et je ne savais pas rouler en voiture. J'étais à pied, je faisais ça jusqu'à... une année après, j'avais quand même déjà beaucoup d'argent, une année après. Mais je suis restée comme ça pendant 3 ans. Pendant 3 ans, je suis restée comme ça, travailler. Et j'étais devenue aussi millionnaire. J'avais quand même beaucoup d'argent. Et là, j'ai cherché ma maison parce que mon mari avait un travail fixe de 8 heures. Commençait à 7 heures. Terminé à 16 heures. Mais moi, je pouvais aller au-delà. Alors, je me suis vu que j'avais beaucoup d'argent plus que mon mari. J'ai cherché ma parcelle. J'ai eu.
Je suis allé voir les notaires. Le notaire m'a dit qu'il faut venir avec ton mari parce que tu es une femme mariée. Je suis allé prendre mon mari, il m'a dit, c'est des aventures. Parce que là-bas, ce qui coûte, c'est les frais des noteurs. La parcelle, ce n'est pas un problème. Tu peux, dès que tu as les frais des noteurs, la banque te donne l'argent. Mais moi, j'avais mon argent pour acheter la parcelle cash. Et le notaire a dit, tu ne peux pas acheter cash. Il faut payer comme tout le monde avec un crédit. Quand je vais le prendre, c'est des aventures. Je dis, les notaires ne croyez pas. Les notaires te cherchent à des aventuriers. Après, j'ai demandé au notaire de lui faire une invitation. Il a fait une invitation, nous sommes partis. Il dit, mais il va aller prendre crédit. Moi, je ne peux pas prendre crédit. Je ne vais pas prendre crédit. Le notaire dit non. Il a son argent. Il a son chèque. Son chèque est là. Il m'a regardé. Toi, tu as eu un chèque quand? J'ai dit, tous les temps que nous sommes avec vous. Alors, c'est comme ça que nous avons acheté notre maison. Le jour où nous avons acheté notre maison, il a appelé sa maman pour dire, nous avons acheté une maison. Sa maman a dit, il faut. Il a dit, oui, Chantal a acheté une maison. Sa maman a demandé les numéros fixes. Parce que là-bas, pour qu'on puisse te prendre avec de valeur, il faut avoir un téléphone fixe. Et on lui a donné les numéros de téléphone fixe. Et sur ça, il a appelé tous ses enfants pour leur dire, Chantal a acheté une maison. Tous, ils ont demandé les numéros de téléphone. Et cette semaine-là, on ne m'invitait jamais dans leur fête ou quoi. Cette semaine-là, il y avait le mariage de l'enfant, le fils de celle qui venait juste avant mon mari. Et j'ai été invitée dans cette fête-là. Pour une première fois. Pour une première fois. Et quand je suis partie dans la fête, ma belle-mère s'est mise à l'entrée. Il m'a pris sur ses jambes. Il a commencé à montrer à tous ceux qui viennent dans la fête ma belle-fille bien-aimée. Parce que le système était que chaque week-end, un enfant prenait maman à la maison. Donc de vendredi soir à lundi matin. Dès que nous avons acheté notre maison, moi j'ai demandé aussi de prendre ma belle-mère. Je l'ai pris pour une fois. D'habitude, là-bas, quand tu viens, on ouvre une bouteille de bière, on te met un verre, on prend la bouteille, on remet au frigo. Et moi, quand j'ai pris ma belle-mère, j'ai ouvert une bouteille de vin, j'ai laissé et la bouteille et le verre. Et puis, j'ai proclamé le programme de maman à la télévision. Elle pouvait regarder son programme. Il avait une chambre pour se reposer. Alors, elle m'a beaucoup aimée. Parce que je sortais avec, donc je la mettais à l'aise. Mon mari, quand elle prenait ma belle-mère dans sa voiture, il la faisait payer. Et moi, je dis ça, non. Parce que si ma maman venait et que tu la prends, elle n'a pas l'argent pour te payer. Comment tu vas payer ta maman? Alors, j'ai mis fin à ce système-là de demander l'argent de transport à ma belle-mère. Alors, ma belle-mère m'a beaucoup aimée, même jusqu'à sa mort. Parce qu'elle est morte, moi j'étais aux États-Unis en mission. Il a demandé qu'on l'enterre pas. On doit attendre jusqu'au jour où j'arrive. Et puis il ne faut pas qu'on m'annonce sa mort pendant que je ne suis pas à la maison. Et puis, parce que pour la première fois, il m'a posé la question, qu'est-ce qui m'impressionne en Belgique? Je lui ai dit rien. Je dis pourquoi? Parce que ici, les Blancs, ils ont plusieurs travailleurs à la maison. Ils ne font rien. Mais j'ai trouvé là-bas que les Blancs préparaient, j'ai trouvé les Blancs mendiants qui étaient sur la rue, qui demandaient l'argent. J'ai trouvé les Blancs sans abri, qui dormaient sur la rue. Alors quand il m'a posé la question, qu'est-ce qui m'impressionne, j'ai dit rien. Et puis ma belle-mère était dans un appartement de 2 chambres salon. Moi je venais d'une maison avec plusieurs chambres et une grande maison. Alors à ce moment-là, je ne pouvais pas dire qu'il y avait quelque chose qui m'impressionnait. Alors je lui ai dit non, il n'y a rien qui m'impressionne. Ma belle-mère jusqu'à sa mort, elle disait toujours, tu devrais être avocate pour défendre ton pays. Parce que tu es trop attaché à ton pays et tu donnes beaucoup de valeur à ton pays. Voilà. Alors, vous avez eu combien d'enfants au total? Nous avons eu 5 enfants biologiques et j'ai eu à adopter aussi parce que j'ai eu 4 garçons et une fille. J'avais le rêve d'avoir le fille parce que je suis grandie
Je suis la troisième fille, mais après moi, je n'ai eu que 2 garçons. Et même quand je grandissais, j'étais toujours dans le milieu des garçons. Mais j'avais un rêve d'avoir les filles. Mais quand j'ai commencé à accoucher, j'ai eu 4 garçons et une fille. Je pleurais toujours quand j'accouchais. Parce que si c'était un garçon, je pleurais. Alors j'ai eu 2 garçons avant. Quand j'ai eu une fille, je pensais que je vais avoir encore une autre fille. Non, après c'était encore un garçon, après encore un autre garçon. Alors j'ai dit c'est fini. Alors j'ai adopté d'autres enfants pour équilibrer, pour avoir les filles parce que j'aimais les filles. Tous les 5 enfants sont tous vivants? Et ils sont tous vivants. Donc, parce que celle qui est morte là, c'est parmi mes enfants adoptifs. Oui, mais qui était comme vraiment mon cœur. C'est un enfant, la première fille que j'ai adoptée, que j'aimais beaucoup, était ma confidente, était mon amie. Donc, tous mes habits, c'est elle qui choisissait pour moi. Les chaussures, les sacs. Donc, c'est elle qui faisait ma vie, quoi. Vous êtes parti en Europe en quelle année et vous avez fait là combien d'années avant de rentrer au pays? Je suis allée en Europe en 2000 et je suis rentrée pour la première fois au Congo, j'ai dit en 2000, en 1980. Et je suis rentrée pour la première fois au Congo en 2000. En 2000, oui, en 2000 pour l'enterrement de mon père. Voilà, c'est par là que nous bouclons la première partie de cette émission, Traces d'inspiration, avec Madame Gertrude Marie-Chantal Kabang-Chibola. Voilà, aujourd'hui nous bouclons par là et vous promettons que nous allons revenir pour une deuxième partie dans laquelle nous aurons à parler des FOPACOR, la Fédération des organisations paysannes du Kasaï oriental, Ngunga UFD et plusieurs autres structures que Madame Gertrude Marie-Chantal Kabang-Chibola était l'initiatrice. Alors pour aujourd'hui, nous vous disons grandement merci. Nous disons aussi merci à Madame Gertrude Marie-Chantal Kabang-Chibola pour le temps qu'elle a disposé afin qu'elle soit reçue dans cette émission. Merci beaucoup, merci de tout cœur de m'avoir choisi parmi vos choix. Je pense que prochainement, vous aurez quand même à disposer aussi le temps pour que nous puissions terminer la partie restante de cette émission. Pourquoi pas, si j'ai déjà commencé, donc je dois achever ce que j'ai commencé. Et voilà, moi je m'appelle Espérant Madimba Kabeya, nous étions avec Jean Chaka à la réalisation. Nous nous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro de cette émission Traces d'inspiration. Merci.